Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette Malte Academy. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si on m'entend bien, si on me voit bien, et du coup de même pour Jean-Pierre, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Super. Ok, top. Du coup, donc enchantée, je me présente rapidement. Donc Alexandra, je fais partie de l'équipe Community chez Malte, donc en charge de l'accompagnement et l'animation freelance, et j'aide aussi à la coordination des Malte Academy. Et aujourd'hui, ce sera Jean-Pierre Lambert, donc créateur de Scrum Life, qui est la première chaîne YouTube qui parle de Scrum et de l'agilité, qui va nous présenter donc les dessous de Scrum. Et en attendant que tout le monde se connecte, ce que je vous propose, c'est de vous faire une rapide introduction de Malte et de revenir un petit peu sur les Malte Academy et leur fonctionnement pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, les Malte Academy, elles sont proposées par Malte pour permettre à notre communauté d'avoir un accès rapide à des formations, à des talks, pour pouvoir se former sur différents sujets. Elles sont soit présentées par des freelances, soit par des intervenants extérieurs. Et du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas Malte, c'est une plateforme de mise en relation entre freelance et entreprise. Donc voilà, nous avons la chance de collaborer avec plus de 320 000 freelances maintenant, et on est présent en France, en Allemagne, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Et on travaille avec plus de 90 000 clients, dont voilà, 80% du CAC 40, mais aussi avec des PME, des TPE. Voilà. Donc, si vous êtes freelance, vous pouvez tout à fait trouver de nouvelles opportunités grâce à Malte et vous épanouir, on l'espère, grâce à notre communauté et nos partenariats. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Jean-Pierre. N'hésitez pas à poser vos questions pendant cette conférence dans l'onglet questions, donc en bas à droite. Et Jean-Pierre fera un temps de réponse à la fin de sa présentation. Et puis, vous pouvez aussi interagir tout au long de la session dans l'onglet chat. Donc, bonne Malte Academy à tous. Et Jean-Pierre, je te laisse le micro. Merci beaucoup. Et donc oui, alors si vous ne me connaissez pas déjà, donc je suis Jean-Pierre Lambert. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Qu'est-ce que j'ai comme parcours? Alors je suis Scrum Master, coach agile, coach qualité. Donc du coup, je fais le lien avec le sujet du jour qui tourne autour donc de Scrum. Est-ce qu'on doit l'utiliser et quels en sont les prérequis? Voilà, donc j'ai accompagné un certain nombre d'équipes avec Scrum, pas uniquement, avec l'agilité en général et finalement plus largement, aider des équipes à améliorer leur mode de fonctionnement. L'agilité, c'est une trousse à outils. Et sur ce sujet-là aussi de la conférence, en tant que consultant indépendant, j'ai fait aussi un certain nombre d'audits qui m'ont aidé aussi à prendre du recul par rapport à cet outil, par rapport à Scrum, tout en structurant, c'est l'exercice d'un rapport d'audit, justement, les éléments restitués. Et l'autre élément, c'est comme ça que je me présente. Donc, je suis le créateur de Scrum Life. Si vous ne connaissez pas déjà Scrum Life, donc effectivement, la première chaîne YouTube francophone sur l'état d'esprit agile. On parle de Scrum, on parle d'agilité, on parle de tous ces mouvements. Donc, si vous ne connaissez pas la chaîne YouTube, allez la voir. Si vous êtes ici dans ce meet-up, dans cet événement, je pense que ça vous intéressera. Regardez quelques vidéos, vous serez conquis, c'est obligé. Voilà, donc en résumé, vous pouvez aller sur scrumlife.tv, vous verrez, on fait aussi d'autres choses. On fait des formations, on a une étude sur les salaires de Scrum Master Coach Agile. Il faut que vous y participiez. Plus on aura de données, plus l'étude sera pertinente, etc. Voilà, si vous ne connaissez pas, allez sur scrumlife.tv. Donc on va commencer avec la conférence elle-même. Donc ça va se structurer en 3 parties. Alors Scrum, effectivement, Scrum, on le retrouve partout. Souvent, ça ne marche pas super. Pourquoi? Donc la première partie, on va essayer d'expliquer, de donner des raisons pour mieux comprendre ça, et justement en listant c'est quoi les prérequis pour faire que utiliser Scrum, c'est fluide, c'est facile, ça marche bien, c'est naturel. Ensuite, dans une deuxième partie, on va voir ce que souvent, trop souvent, ça donne quand on n'a pas ces prérequis et que du coup, Scrum, ça fonctionne mal. Et enfin, dans une troisième partie, on va prendre un point de vue plus pratique, plus concret, plus actionnable. Qu'est-ce qu'on fait concrètement de ces éléments, en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous devez, vous, par exemple,
utilisez Scrum, et si vous ne devez pas, qu'est-ce que vous faites, etc. Donc, c'est parti pour la première partie. Voilà, donc les prérequis d'un Scrum fluide et facile. Donc, on va voir donc les conditions d'un environnement adapté à Scrum, dans lequel appliquer Scrum, c'est facile, c'est naturel, c'est fluide. Et finalement, un environnement où suivre son bon sens, simplement, finalement, ça suffit. Donc, ça va ressembler un peu à une checklist, voilà, avec des cases à cocher. Et donc, je vous invite là, pendant toute la conférence, à noter si votre environnement il s'y prête ou pas, si vous cochez la case quelque part, et puis on pourra en échanger effectivement plus tard. Voilà, alors en tout, il y a 15 cases. Combien vous en cochez sur 15? Ou aussi, est-ce qu'il y en a certains qui particulièrement ressortent du lot, dans un sens ou dans l'autre? Sachant que, bien sûr, vous aurez accès à un replay ou même aux slides. Si vous me demandez gentiment, je vous enverrai les slides. Si ensuite, vous voulez refaire cet exercice avec la checklist, avec votre équipe, avec votre manager, dans votre organisation, chez votre client, etc., etc. Donc, ces prérequis vont se structurer en 4 grands pans. Le premier, c'est l'excellence technique. Si vous avez un peu de bouteille, vous savez qu'en général, quand il n'y a pas d'excellence technique, c'est rarement beau à voir. Le deuxième, c'est l'autonomie de l'équipe, puisqu'on parle de Scrum, donc on se focalise vraiment sur une équipe, sur l'équipe Scrum. Donc, l'autonomie de l'équipe à accomplir sa mission. Le troisième pan, la capacité de l'équipe à s'auto-organiser. Et finalement, c'est beaucoup comment l'environnement permet l'auto-organisation. Et enfin, le quatrième, dans quelle mesure on est sur la construction d'un produit. Donc, on est parti sur le premier élément, voilà, l'excellence technique. Donc, premier élément de la checklist, est-ce que l'équipe, elle suit une approche, elle utilise des pratiques de développement qui mènent à la qualité intrinsèque? Alors, vous le connaissez peut-être sous son nom anglais, built-in quality. Donc, la qualité intrinsèque, c'est cette idée qu'on va construire la qualité dans le produit plutôt que de la vérifier après coup. Une organisation traditionnelle, c'est effectivement des développeurs construisent un logiciel, puis un département qualité, les QA, les testeurs, ça porte plein de noms différents. Parfois, c'est le clivage MOE versus MOA qui passe derrière, qui valide qu'il y a tout ce qu'il faut dedans, qui valide que ça marche, qu'il n'y a pas de régression, que rien n'est cassé, que c'est ce qu'il faut, etc., etc. Voilà, donc là, non, l'idée, c'est qu'on veut casser ça, et justement, ça doit se manifester par des pratiques, par la manière dont on construit le produit pour arriver à la qualité intrinsèque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de vérification parce qu'on le construit la qualité directement dans le produit. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle la dette technique. C'est sous contrôle. Alors, ça veut dire que d'un côté, s'il y en a déjà qui existent, elle est connue. Voilà, on l'a répertoriée quelque part. On sait prendre des décisions avec aussi, puisqu'on le sait. Quand on va toucher à ça, on a tel risque, tels enjeux. Et si on prend de la nouvelle dette technique, c'est conscient. Ce n'est pas un hasard, on tombe dessus. On la prend consciemment et avec une vraie logique de stratégie. Et la notion de stratégie revient sur le point précédent, c'est-à-dire qu'elle est connue. Celle qui existe est connue, donc on peut aussi avoir justement des choix stratégiques. Là, on va toucher à un truc qui est tordu, c'est le bon moment pour rembourser cette dette technique-là, ou à l'inverse, tant qu'on ne touche pas à ce truc-là, même s'il est pourri, il marche, tant qu'on n'y touche pas, on le laisse comme ça. Et le troisième élément de cette première catégorie, donc c'est les developers. Si je reprends la nomenclature du dernier Scrum Guide qui date de 2020, précédemment c'était l'équipe de développement. Donc les developers constituent la force vive de l'équipe Scrum. Donc, les developers, on peut les appeler aussi les experts, c'est l'ensemble des personnes qui construisent le produit. Et donc ça veut dire quoi? Ils sont la force vive de l'équipe Scrum. Ça veut dire que déjà ils prennent la parole. Ils prennent la parole, ils discutent, ils sont présents, ils sont proactifs et ils sont écoutés par le reste de l'organisation. Déjà, ça veut dire qu'ils prennent les décisions techniques, c'est normal, ce sont eux les experts, mais ça veut aussi dire que les décisions produits ne sont pas prises sans leur accord. Après, il y a plusieurs manières de l'implémenter. Il y a des environnements qui poussent ça assez loin où littéralement ce sont eux qui font aussi le produit, ce qui me semble assez sain et ce que je promeux personnellement. Mais même sans aller jusque-là, en tout cas, on ne peut pas prendre une décision sans qu'eux aussi signent en bas de la page. C'est un peu la notion de faisabilité.
Est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'on va pouvoir le faire? Et en fait, que ce soit technique ou produit, les deux sujets sont très liés. C'est un peu la même chose. On va passer au deuxième pan, donc l'autonomie de l'équipe à accomplir sa mission. Tout d'abord, l'équipe, elle est pluridisciplinaire, elle a toutes les compétences nécessaires pour construire le produit de bout en bout. Dans les anciennes versions du Scrum Guide, il précisait que l'équipe de développement, elle doit être composée d'au moins 3 membres. En gros, il n'y a pas besoin d'être forcément strict là-dessus, mais c'est cette idée-là que forcément, quand on a besoin de toutes les compétences, à un moment donné, on a besoin d'un certain nombre d'expertises qui font que ce n'est pas une personne toute seule. Puisque même sur les projets les plus simples, en général, il y a du back-end, il y a du front-end, il y a du test, il y a du déploiement. Donc, voilà, en général, il y a quand même un certain nombre de personnes. Ce n'est pas ça le plus important. Évidemment, le plus important, c'est de se dire l'équipe a toutes les compétences pour effectivement faire le travail de bout en bout. De bout en bout, depuis le début, la conception, l'architecture, imaginer les choses, l'implémenter, valider, tester sous toutes ses formes. Est-ce que ça fait ce qu'on veut? Test utilisateur, test de performance, et ainsi de suite. Et puis le déployer, et puis après gérer quand c'est en prod, les montées de charge, les retours utilisateurs, etc. Vraiment tout le cycle du développement produit logiciel. Le deuxième point, c'est qu'on va laisser l'équipe acquérir les compétences et expertises dont elle a besoin. Elle n'a pas forcément toutes ces compétences ou expertises, et ce qui est normal, puisque dans la durée de vie d'un produit, peut-être qu'à une époque, on les avait, mais qu'au fil du temps, on aborde de nouveaux sujets. Un exemple qu'on pourrait donner, par exemple, ça serait autour de la donnée, avec la data science, data engineering, qui sont des sujets à part entière. Il y a des personnes dont c'est leur rôle d'être data scientist, et donc on peut tout à fait imaginer un produit où au début, ce n'est pas du tout un enjeu, la donnée, et de fil en aiguille, au fil des évolutions du produit et aussi des utilisations des clients et du contexte et des enjeux, c'est un sujet qui arrive sur la table et qui devient de plus en plus central. Et voilà, et ça devient littéralement une compétence qu'avant l'équipe n'avait pas et qu'après l'équipe doit avoir en son cœur, en son sein. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va laisser l'équipe prendre le temps ou faire les démarches nécessaires. Peut-être qu'elle a besoin de se faire former. On va leur payer avec plaisir une formation ou un accompagnement. Mais parfois, c'est aussi simplement lui laisser le temps. Si vous-même vous êtes ou vous avez été développeur, vous le savez que c'est un métier où la veille, on parle souvent de veille technique, c'est une part importante de notre métier, de se tenir à jour et donc de monter en compétences en continu. Ça suppose qu'on puisse prendre ce temps. Et le troisième point, c'est que les membres de l'équipe, ils ne sont pas partagés. Ils ne sont pas partagés entre plusieurs équipes. Ils ne se retrouvent pas à temps partiel sur plusieurs équipes. Alors, ils peuvent participer à des communautés transverses ou aider ponctuellement d'autres équipes en tant qu'experts ou plutôt en tant que référents. Mais ça reste toujours secondaire à leur équipe Scrum. Ils ont un objectif principal, ils ont une maison principale, c'est leur équipe, c'est là les enjeux. Et à côté, oui, on a des rôles annexes qui facilitent l'organisation dans sa globalité. Mais évidemment, là, ce que je dénonce, c'est le cas où une personne est directement partagée entre plusieurs équipes et qui, du coup, n'appartient à aucune. Ce qui pose évidemment des problèmes au quotidien quand on a besoin d'elle. Le point suivant, la capacité de l'équipe à s'auto-organiser. Alors, on a dit que l'équipe ne devait pas être trop petite, mais il ne faut pas que l'équipe soit trop grosse non plus. Donc c'est à peu près vague. Alors, pareil, dans la précédente version du Scrum Guide, on nous précisait que l'équipe de développement ne doit pas être composée de plus de 9 membres. Là, maintenant, on va plutôt reposer sur le bon sens. Mais voilà, c'est cette idée-là que plus on est nombreux, plus c'est compliqué de s'auto-organiser. Vous-même, vous avez peut-être déjà travailler sur des grosses équipes de 15, 20, 25, 30 personnes. En général, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des sous-équipes qui naturellement émergent, qui s'auto-organisent et qui ensuite s'organisent entre elles, ces sous-équipes. Et donc, du coup, on se retrouve avec une organisation avec des silos et des barrières. Donc voilà, pour que tout le monde puisse partager et avoir une seule auto-organisation, il ne faut pas avoir trop de personnes non plus. Le bon nombre dépend évidemment de votre type de produit, de votre organisation, de votre contexte. Il y a des sujets où il y a moins d'expertise, moins de complexité que d'autres et dont on n'a pas forcément toujours besoin du même nombre de personnes. Deuxième point, c'est que l'équipe est stable. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire que c'est avant tout la volonté des membres de l'équipe
qui va altérer la composition de l'équipe et non pas l'organisation qui arrive et qui dit hop, 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 maintenant c'est comme ci, c'est comme ça, on casse les équipes, on les reforme et ainsi de suite. Et donc la conséquence, c'est que l'organisation, elle affecte les équipes comme des éléments atomiques. L'élément de base dans l'organisation, c'est l'équipe. Et non pas, dans une orga assez classique, et non pas des personnes qu'on va affecter individuellement sur des sujets à gauche ou à droite. Ensuite, l'équipe, elle est pilotée par des objectifs et non pas par des périmètres. On parle de l'auto-organisation. Donc en fait, dans l'auto-organisation, c'est un peu dissocier le comment on fait les choses du qu'est-ce qu'on fait, du pourquoi on le fait. C'est pour ça qu'on parle d'objectif. À l'équipe, on lui donne l'objectif, on lui dit voilà cette chose grandiose qu'on veut atteindre, voilà pourquoi on veut l'atteindre. Maintenant, c'est vous qui décidez du comment. Si on leur donne un périmètre, qui est un peu synonyme de cahier des charges à l'ancienne, quelle est l'auto-organisation de l'équipe? Voilà la liste des tâches à faire et ainsi de suite. Évidemment, ces objectifs, ils sont collectifs, ils sont d'équipe et ils ne sont pas liés à des individus de l'équipe. Sinon, ça revient sur le point précédent. Et plus globalement, l'équipe, elle évolue dans une organisation avec une culture de l'auto-organisation et du lâcher-prise. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, on imagine bien qu'effectivement, si dès que l'équipe prend une décision, derrière, on repasse et on lui dit c'était pas ça qu'il fallait faire, c'est ça qu'il fallait faire, ça va être compliqué à l'équipe de se dire oui, on est maître de notre destin et on s'auto-organise. Non, de toute façon, on nous dit quoi faire, comment le faire. Et enfin, dans l'équipe, on a un certain nombre de ses membres qui font preuve de leadership, c'est-à-dire de proactivité, de présence. Elles animent l'équipe, elles proposent des choses, elles ne laissent pas les sujets en plan, etc. Et on a plusieurs leaders, autant qu'on a plusieurs personnes. Et ce qui est important, c'est que ces leaders, quelque part, c'est des leaders informels. Ils sont reconnus en tant que tels par leur pairs dans l'équipe et non pas choisis par l'organisation. C'est pas voilà un tech lead qui décide de tout. Non, non, c'est l'équipe lui délègue une partie de leurs tâches parce qu'ils ont décidé ainsi, c'est leur auto-organisation. Mais il faut qu'il y ait des leaders dans l'équipe. S'il n'y a aucun leadership dans l'équipe, vous avez peut-être connu ça, une équipe toute molle, il ne se passe rien. C'est compliqué de faire vraiment marcher Scrum. Il faut réussir à travailler le leadership de ses membres. Et le quatrième pan, la construction d'un produit. Alors, tout d'abord, l'équipe, elle doit disposer d'une vision forte qui va donner du sens et qui va piloter le backlog produit. Ensuite, les parties prenantes, elles sont fortement impliquées. En particulier, si on parle bien de Scrum, il y a un événement qui s'appelle la Sprint Review. Ils viennent au Sprint Review et ils sont présents. Et ils ne sont pas juste présents, ils sont actifs. Ils en sont littéralement partie prenante. On va co-construire quelque chose. C'est une réunion, on se retrouve pour faire du pilotage de ce qu'on est en train de faire, de où est-ce qu'on va ensemble. Voilà, on co-construit ça, on décide ensemble où est-ce qu'on emmène le bateau. Ensuite, le produit que construit l'équipe, il est en phase de développement. Il n'est pas en phase de maintenance pure ou de support. Alors, le support, la maintenance du produit, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de bienvenu, mais c'est dans la continuité du développement produit. On est dans un développement qui est continu, qui inclut des nouvelles choses et de la maintenance et du support. Et en fait, c'est une grande boucle. C'est effectivement les retours clients, les choses qu'on corrige, toutes ces choses-là vont nourrir les nouveaux développements. Et enfin, c'est bien l'équipe ou du moins l'organisation qui décide de l'avenir du produit et non pas le ou les clients. Quand un client vous fait une requête, ce n'est rien d'autre qu'une contribution utile aux décisions produits. C'est extrêmement précieux. On l'accepte avec grand plaisir. Mais ce n'est pas le client qui décide de ce que deviendra le produit. Il y a une décorrélation entre le client dit quelque chose, le client demande quelque chose, et ce qui se passe effectivement sur le produit. Encore une fois, le but n'est pas de ne pas écouter le client. Non, on l'écoute. C'est vraiment des données fondamentales et très importantes. Et on veut avoir ce feedback-là, mais le lien n'est pas direct entre ce que lui demande et ce qu'on va construire. Derrière, on va vouloir analyser quel est vraiment le problème qu'il rencontre et ensuite le prioriser par rapport à tous les problèmes qu'on pourrait adresser. Ce ne sera peut-être pas son problème qu'on corrigera,
Et ensuite, même si on corrige son problème, on ne le corrigera peut-être pas de la manière dont lui l'a demandé. Alors du coup, avant de passer à la suite de la conférence, où on regarde les conséquences d'essayer d'appliquer Scrum dans un environnement qui ne satisfait pas à ces conditions, donc j'ai envie de vous demander, alors est-ce que vous avez coché beaucoup de cases? Voilà, il y en avait 15 en tout, donc dans votre environnement, dans votre équipe, combien de cases sur 15 vous avez coché? Combien de conditions sur les 15 sont satisfaites? Voilà. Je vous invite à écrire ça dans le chat et quand on sera à la fin, qu'on passera sur les questions, on pourra aussi revenir dessus. Vous pouvez aussi utiliser l'onglet questions d'ailleurs. Donc voilà. Donc, pourquoi Scrum fonctionne mal? Parce qu'effectivement, on voit au vu de ces prérequis que souvent, les organisations essayent d'appliquer Scrum dans des contextes qui sont inadaptés. Donc, on va regarder les cas les plus courants. Donc, je rappelle rapidement donc, les 4 pans avant d'enchaîner du coup sur les conséquences de ne pas les avoir. L'excellence technique, l'autonomie à accomplir sa mission, la capacité à s'auto-organiser et la construction d'un produit. Voilà. Donc maintenant, les cas les plus courants d'organisation qui essaient d'appliquer Scrum dans des contextes inadaptés. Donc, le premier, sans surprise, l'absence d'excellence technique. Alors ça peut être que l'équipe n'a pas été formée aux pratiques de développement qui permettent l'agilité, ou alors les moyens nécessaires à sa formation continue lui sont refusés. En particulier en termes de temps et de liberté, je l'ai évoqué tout à l'heure, quand on est un expert, quand on est un ingénieur, quand on est un développeur, c'est normal de faire sa formation continue via la veille ou autre. Et donc, forcément, ça prend du temps où il faut qu'on vous laisse la liberté de prendre ce temps, de tester des choses et de continuer d'apprendre. Et l'autre chose, c'est que d'une manière générale, l'organisation, elle n'accorde pas l'importance nécessaire à l'excellence technique. Alors, ça peut être que les choix techniques sont remis en question par des personnes qui sont pourtant moins compétentes, tout simplement, ce ne sont pas les experts, ou du moins qui sont plus éloignés du travail à faire. Ce sont peut-être des experts, mais ils ne sont pas sur le projet, sur le produit, ils ne sont pas dans l'équipe, donc ils ont moins d'éléments en tête, ils ont moins l'ensemble du contexte, etc. Et qui du coup peuvent se retrouver à faire des recommandations un peu déconnectées de la réalité. C'est le genre de choses qu'on voit quand on a ce qu'on peut appeler l'architecte tour d'ivoire, qui est un mauvais architecte du coup, parce qu'il y a aussi des bons architectes, voilà, qui est dans son coin, dans sa tour d'ivoire, il dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, maintenant débrouillez-vous, faites-le. Qui du coup, il a beau être compétent, il est déconnecté de la réalité. Souvent aussi, ce qu'on a, c'est que la pression qu'on met sur on met sur les équipes une pression pour qu'elles délivrent plus et pour qu'elles délivrent plus vite. Vu autrement, c'est juste que la qualité n'est pas importante. Et lorsque ça arrive, le résultat, il peut être catastrophique. Essayer d'être agile, c'est-à-dire potentiellement changer la direction du produit toutes les quelques semaines, généralement, ça va faire empirer la situation si derrière, les pratiques de développement ne permettent pas de gérer ces changements facilement et sans risque au quotidien. Voilà, c'est cette phrase, sans excellence technique, l'agilité fait plus de mal que de bien. C'est vraiment des choses qui arrivent. On est dans des organisations, c'est pas parfait, il y a plein de problèmes, on voudrait améliorer, on voit qu'il y a une vraie marge d'amélioration, mais ça tourne, ça marchote, et là on arrive, on se dit non, mais là il faut y aller, agilité à fond les ballons, on déroule le truc, et la seule chose qu'on atteint, c'est qu'on casse tout, parce que derrière, voilà, maintenant on flique les gens toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, et on leur dit allez, délivrez, et on ne les aide même pas à travailler autrement. Si on ne travaille pas autrement, notamment au travers de l'excellence technique, des pratiques différentes, ça ne va pas marcher. Un deuxième cas très classique, on est structuré en pôle de compétences plutôt qu'en équipe stable. Là, c'est le reflet direct d'une orga traditionnelle, en silo, en pôle de compétences. Qu'est-ce qu'on va y voir? On va voir que donc, les membres d'équipe sont des ressources, voilà, le fameux mot ressources interdit. Ce ne sont même pas des personnes, ce sont des rouages d'une machine qu'on affecte à gauche, à droite, et qu'on va changer d'équipe en fonction des besoins projet. C'est assez classique. Alors, on peut avoir
Dans une vision classique de projet, au début, on fait l'analyse, on fait de l'archi, à la fin, on fait du test, on fait de la correction de bugs. Donc, on n'a pas besoin des mêmes personnes entre le début et la fin. Et puis ensuite, on a plusieurs projets en parallèle. Et finalement, il y a un jour, on dit « Ah là, celui-là, il devient super prioritaire. » Donc, on enlève des gens d'un projet pour les mettre sur l'autre, etc., etc. Une vision très comptable des choses. C'est littéralement, je prends de l'argent à gauche, je le mets à droite. Et donc, forcément, donc, les équipes ne sont pas stables. Et donc ça marche selon la vue comptable. Dans la réalité, non, ça ne marche pas, puisque ce ne sont pas des ressources, ce sont des êtres humains. Et qu'on a des dynamiques d'équipe à construire derrière. Mais quand on pense comme ça, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que très souvent, on va partager les personnes entre plusieurs équipes. Dès lors qu'on a une vue comptable et que c'est juste un montant qu'on affecte à gauche ou à droite, finalement, qu'est-ce qui nous empêche de mettre 20% à gauche, 25% à droite et puis 55% au milieu ? Vous avez peut-être vu ça, moi je l'ai vu dans pas mal d'environnements. Voilà, quand on est structuré en pôle de compétences, c'est ce qu'on fait. On a l'expert et c'est lui qu'on affecte avec un certain pourcentage, toujours un peu délirant, parce que comment fait-on pour passer exactement 15% de son temps et qu'en plus ce soit efficace ? Bon, passons. Et on va voir également une difficulté à laisser les personnes apprendre les compétences qui leur manquent. Puisque forcément, ce qu'on préfère faire, ça va être assigner la personne idéale sur tous les projets en même temps. Voilà, on a une expertise très pointue sur tel truc. Il y a cette personne qui l'a, on le met à 30% sur chaque pour qu'on ait un peu de sa compétence dans chaque équipe. Donc du coup, tout le monde va se mettre en dépendance sur cette personne dans son équipe. Personne ne va monter en compétence sur ce sujet alors qu'il est pourtant un bottleneck, un truck factor. Il bloque toutes les équipes, tout le monde dépend de lui. Donc forcément, on ne va pas faire monter en compétence les équipes qui manquent de la compétence donnée. Et quand on est dans ce type d'environnement, la plupart des éléments de Scrum, ils vont être flottants. Par exemple, les estimations, quand on est dans ce type de structure, on est dans une vision assez traditionnelle de l'organisation du travail. Donc les chances sont quand même très très élevées qu'on soit dans une logique aussi assez classique de faire des estimations, du rétro-planning et compagnie. L'évolution normalement facile vers les estimations dites agiles, elle ne marche pas. Puisque dans les estimations agiles, qu'est-ce qui font qu'elles marchent ? Déjà, c'est qu'on parle d'estimation d'équipe, où on abstrait les compétences de chacun, on abstrait les niveaux d'expertise de chacun, etc. Là, ça ne marche pas. Et en fait, on ne peut pas faire mieux que de dire, si c'est Bob qui le fait, ça lui prendra 13 heures. Si c'est quelqu'un d'autre, il faut estimer aussi, parce que ça prendra plus de temps. Mais bon, ça va marcher, vu qu'on affecte Bob sur tous les projets, et que ce sera forcément Bob qui le fera. Donc ça va être pareil avec les planifications. On ne sait pas qui est dans l'équipe, combien de temps il sera là, est-ce qu'on aura un point de blocage, est-ce que la personne sera là au moment où on en aura besoin d'elle pour nous débloquer. On ne sait pas où on va, les objectifs. Imaginez quand on est partagé sur plusieurs équipes, c'est quoi votre objectif ? Vous êtes sur 4 équipes en même temps, c'est quoi votre objectif ? Aider les 4 équipes, en appartenant à toutes les équipes, vous n'appartenez à aucune. Et plus globalement, la dynamique d'équipe. On n'a aucune dynamique d'équipe. Ce qui parfois peut sauver ce type d'organisation, c'est qu'il y a une véritable cohésion au niveau global de l'organisation. On se connaît un peu tous, on s'entend un peu tous bien, et on arrive à faire marcher ce mode de fonctionnement à peu près parce qu'on s'entend à peu près tous. Mais si on n'a pas ça, non, il y a juste plein de gens dans leur coin qui essayent de se battre et qui bougent tout le temps, qui n'ont pas le temps de vraiment créer une dynamique d'équipe avec leurs collègues. Donc, dans tous les cas, le résultat, on pourra difficilement qualifier ça de Scrum. Un autre cas classique, ça va être le lâcher-prise qui est difficile. On va avoir les directeurs, les managers, voire même d'autres départements. Un exemple classique, ça va être le marketing, qui est à côté et qui décide de tout dans la boîte, qui ont un pouvoir de décision centralisé dans l'organisation, et ce n'est pas naturel pour eux de le partager. Alors, il peut être question de décision produit, il peut aussi être question de décider de l'organisation des équipes. Voilà, le patron qui arrive, qui dit « maintenant vous mettez comme ci, maintenant vous mettez comme ça », etc. Sans surprise, dans ce type d'environnement, l'auto-organisation va être difficile, voire même impossible à mettre en place. Simplement, vous aurez juste compris que ce n'est pas la peine d'essayer, ou à chaque fois que vous essayez, vous prenez une baffe. Au bout d'un moment, vous lâchez quand même. Et au mieux, ce qu'on aura, on pourrait appeler ça un scrum de façade,
Voilà, il y a les éléments du framework. On fait un planning, on fait des daily, on fait une review, on fait une rétro. Et on les applique de manière vraiment mécanique. Il n'y a pas le sens, il n'y a pas l'esprit. Et on n'en tire du coup pas vraiment la valeur qu'on devrait en retirer d'appliquer Scrum. Mais on peut dire, on peut mettre le macaron, mais oui, on applique Scrum, on a tous les mots. Et le dernier exemple que je vais vous partager, ça va être l'approche produit pilotée par le client. Où là, le produit est piloté par les demandes clients. Alors, quelle qu'en soit la raison, mais ce n'est pas réellement l'entreprise qui va décider de l'avenir du produit, mais ce sont les clients. Alors, une autre manière de voir la situation, c'est-à-dire que finalement, le client, il n'achète pas vraiment le produit. Ce qu'il achète, c'est le temps des membres de l'équipe. Alors, ça peut être fait de manière directe et contractuelle. Ça s'appelle de la régie. Concrètement, je construis ton produit, tu me dis quoi faire, on y va. Mais ce qui arrive aussi régulièrement et ce qui est très insidieux, c'est de manière indirecte en dictant le contenu du produit. Sur le papier, on a une relation produit, je t'ai acheté un truc au forfait, etc. Mais en pratique, régulièrement, je te remonte des demandes, je te dis il faut faire ci, il faut faire ça, il faut le faire comme ça, et je te mets une sacrée grosse pression en mode si tu le fais pas, je m'en vais. Et pour peu que ce soit notre seul client ou notre client principal, ou etc., on se retrouve dans une situation où ça demande vraiment beaucoup d'efforts pour dire non, nous, ce qu'on développe, c'est du produit. Si ça ne te plaît pas ce qu'on sort, achète un autre produit. Non, la facilité, évidemment, c'est de se dire aïe, 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 si on ne fait pas ce qu'ils nous demandent, ils s'en vont, on n'a plus leur argent, et donc on meurt, donc on va faire ce qu'ils veulent. Et voilà, on est dans une logique de chantage et qui peut durer indéfiniment, en fait. Alors, il faut quand même se dire que cette situation, elle n'est pas nécessairement intrinsèquement problématique. En tout cas, si on ne rentre pas sur les situations que je viens de décrire qui sont clairement toxiques. Mais par contre, ça va entrer en conflit avec Scrum. Scrum, ce n'est pas prévu pour ce type de projet. Dans les versions précédentes du Scrum Guide, c'était moins insisté et on pouvait voir deux manières d'implémenter Scrum. On va dire un Scrum plutôt projet, équipe service et un Scrum plutôt équipe produit. Dans la version 2020, ils ont vraiment insisté. Il y a une vision produit, il y a un product goal. On est là pour construire un produit. Et ce qui est assez intéressant. Et en fait, effectivement, qu'est-ce qui va se passer si on est dans ce type d'environnement et qu'on va essayer d'appliquer Scrum ? En pratique, une équipe Scrum dans cette situation, elle va rencontrer beaucoup de difficultés à définir ses objectifs d'itération. C'est quoi le sens ? Voilà, c'est quoi le sens produit du backlog produit ? Ça va être très compliqué de le structurer. Et en cascade, ça va être tout le sens du travail de l'équipe qui devient flou. Et puis, quand ton rôle de product owner, qui est quand même un rôle très, très spécifique à Scrum, justement parce qu'on a cette dimension produit au sens product management qui est au cœur, dans ces conditions, le product owner, il est inutile ou inefficace. Et ça peut même être encore pire que ça. On peut avoir, parce que le product owner, s'il ne sert à rien, il va essayer de se trouver une raison d'être en fait à côté. Ça, c'est une dimension humaine. Quand on ne sert à rien, on essaye quand même de justifier son poste. Et donc, il pourrait se comporter en mauvais chef de projet, en mauvais manager, qui va vouloir dicter à l'équipe de développement, aux developers, comment faire son travail. Puisque si je suis product owner d'une équipe, j'ai aucun levier sur la dimension produit, que de toute façon, je dois faire ce que me dit le client, j'ai envie d'avoir du sens dans ma vie, je me rabase sur l'équipe, je me dis que j'ai du sens quand même dans cette équipe, en leur prémâchant le travail, en leur écrivant des specs détaillés, en vérifiant qu'ils ont fait exactement ce que je voulais, etc. Ça, ce n'est pas la dynamique qu'on devrait avoir en Scrum. Une autre chose très pernicieuse, c'est que en l'absence d'un véritable focus produit, les indicateurs de l'équipe, de l'organisation, de succès du produit, généralement, ils vont se rabattre sur la productivité plutôt que sur la valeur créée pour le client ou pour le business. Et c'est logique. Si vous n'avez aucune main dessus, que c'est juste on vous donne des choses à faire, il faut les faire, oui, vous pouvez mesurer combien de tickets on arrive à sortir. Est-ce qu'on est efficace ? Est-ce qu'on sort plus de tickets pour une unité de temps donnée ? Oui. La qualité aussi rentre au milieu de ça. Est-ce qu'on fait du travail de qualité ? Par contre, quelle valeur on crée ? Nous, à notre niveau, on fait ce qu'on nous demande. Si on nous demande de faire la mauvaise chose, qu'est-ce qu'on y peut quelque part ? Et en général, dans ce type de situation, là aussi,
ça va mener à un Scrum de façade où on va retrouver la nomenclature de Scrum, mais pas les dynamiques d'équipe. On arrive à la troisième et dernière partie de cette présentation. Voilà, on va essayer de rentrer plus, du coup, j'ai vu qu'il n'y a pas grand monde qui a mis des scores particulièrement élevés. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Est-ce que vous devez utiliser Scrum si vous voyez que vous n'avez pas les prérequis? Donc en fait, vous faites face à un choix. Est-ce que d'un côté, il faut se dire, OK, notre environnement n'est pas favorable, donc il faut arrêter de s'entêter à faire Scrum, c'est douloureux, c'est une vraie galère, ça rime à rien. Arrêtons, jetons Scrum par la fenêtre, c'est pas ce qu'il nous faut. Ou est-ce qu'il faut se dire, justement, on n'a pas un environnement favorable à Scrum, il faut qu'on rende cet environnement favorable. Et il n'y a pas de réponse absolue entre lequel des deux choix faut-il prendre. La bonne réponse, elle est directement liée à la vision de l'avenir de votre entreprise. Si vous êtes sur un cas de figure où les éléments de contexte, ils sont normaux, ils sont intrinsèquement liés à votre domaine, ou encore si vous avez décidé de ne pas les changer, pour plein de raisons, il faut apprendre à vivre avec et probablement abandonner Scrum. Il peut y avoir des vraies bonnes raisons, hein. Souvent, on est sur des... si on est sur une transformation d'ampleur et on a une durée de temps qui est courte, c'est juste se rajouter de la difficulté. Donc, si on n'a pas le temps de voir les résultats de ce qu'on va enclencher, il ne faut peut-être même pas essayer. Ou alors, au contraire, vous voulez faire bouger la situation et vous voulez capitaliser dans la durée, justement. Et là, dans ce cas, l'application de Scrum, ça va permettre de vous guider en pointant du doigt les manquements. Je vais élaborer là-dessus. C'est qu'en fait, finalement, Scrum, c'est un très, très bon outil à utiliser en tant que baromètre de l'agilité que vous pouvez avoir. Parce que la plupart des prérequis de Scrum que je vous ai listés, quoi qu'il arrive, c'est des bonnes idées, en fait. Que vous fassiez Scrum, que vous fassiez pas Scrum, en fait, ça sera bénéfique d'avoir ces prérequis. On va les passer en vue rapidement. L'excellence technique. L'excellence technique, elle n'est pas vraiment négociable, hein, quel que soit le contexte. Ça va toujours vous retomber dessus. Si vous faites n'importe quoi, ça ne va pas le faire. Le deuxième point, l'autonomie à accomplir sa mission d'une équipe. Concrètement, c'est un de ses meilleurs leviers de performance. Contrairement à ce que dit notre intuition, l'essentiel du temps qu'on passe quand on travaille sur un sujet, l'essentiel du temps n'est pas perdu sur des sujets très pointus qui demandent une forte expertise. C'est juste une petite fraction qui a besoin de cette expertise forte. Et la majorité du temps, on va la perdre en communication, en interaction, ou en passage de bâton, justement, entre deux silos, deux groupes de compétences. Et c'est pour ça qu'en fait, le modèle d'une équipe qui est apte à prendre en charge une mission de bout en bout, ça marche. Ça prend le contre-pied de cette intuition et ça va justement réduire significativement les délais de production de valeur. On travaille ensemble, on prend le truc, on l'amène au bout, on l'a sorti. Et là, ce que je viens de vous décrire, c'est absolument pas spécifique à Scrum. Quand on a toutes les compétences et qu'il n'y a pas de passage de bâton, et globalement, on va aller plus vite qu'on fasse Scrum, qu'on fasse pas Scrum. La capacité à s'auto-organiser, c'est un fort levier de création de valeur. Par exemple, on peut parler de la décentralisation des décisions. C'est au cœur du product management moderne, hein. C'est cette idée-là que globalement, on va vouloir prendre la décision au niveau le plus bas possible dans l'organisation, parce qu'en fait, plus on monte dans la hiérarchie, plus les temps, les délais explosent. Et donc, du coup, plus on a de chances de rater des opportunités et moins d'opportunités on va saisir. Donc, on a envie de décentraliser le maximum des décisions, celles qui sont pertinentes du moins, décentraliser dans les équipes au plus bas possible. Et ça, on le retrouve assez couramment dans l'ensemble des méthodes agiles. C'est aussi en s'auto-organisant qu'une équipe va découvrir et concevoir les manières les plus efficaces de travailler. C'est également un des meilleurs moyens pour permettre à chacun de plus s'épanouir. Bon, voilà. Tous les gains que je vous ai cités, la décentralisation des décisions, être plus efficace, s'épanouir plus, les gains qu'on en retire, ils ne sont pas spécifiques à Scrum. Et enfin, la construction d'un produit. Donc, ça va permettre de se focaliser sur ce qui compte vraiment. Ça va permettre de donner beaucoup de sens au travail, de ce qu'on fait, et donc de permettre aux équipes de s'épanouir tout en générant plus de valeur.
Encore une fois, ce que je vous dis là, ce n'est pas spécifique à Scrum. Hein. Vous faites autre chose que Scrum, mais vous avez ce prérequis, vous fonctionnerez mieux. Alors, il faut quand même noter que sur ce dernier point, sur la construction d'un produit, c'est le plus contextuel de tous. C'est-à-dire que, dit autrement, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas viser l'excellence technique, l'autonomie à accomplir sa mission et la capacité à s'auto-organiser. Par contre, il y a des très bonnes raisons à préférer la construction d'un produit, mais ce n'est pas toujours possible. Il y a des situations où ce n'est pas la meilleure approche et c'est contextuel. Donc finalement, sauf si vous êtes dans le cas de figure où ce n'est pas pertinent d'opter pour la construction d'un produit, bah, vous avez tout à gagner à mettre en place ces prérequis de Scrum. Et ça, encore une fois, que vous appliquez Scrum ou non. Mais cependant, Scrum pourrait être votre meilleur atout pour vous aider à mettre en place cet environnement favorable. Justement, c'est cette idée de baromètre. En fait, si vous utilisez Scrum comme un baromètre agile, c'est cette idée que si c'est compliqué, si c'est difficile, si c'est douloureux, si ce n'est pas épanouissant d'appliquer Scrum, alors c'est qu'il reste du travail à faire sur cet environnement. Voilà. Tant que c'est une vraie galère au quotidien de formuler des objectifs de sprint, de terminer les itérations, de donner du sens à ce qu'on fait, d'être passionné par ce qu'on fait, voilà, on se prend la tête sur plein de problèmes. Du coup, est-ce que c'est juste problème de Scrum? Non, c'est probablement à cause de choses plus fondamentales, justement, ces fameux prérequis que je vous ai listés. Donc vraiment, moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser Scrum dans votre stratégie de transformation comme un outil qui va révéler les problèmes et forcer à améliorer l'environnement. Alors maintenant, l'autre option, c'est de simplement considérer que ça ne correspond pas à votre contexte. Alors comme je l'ai dit, premier cas de figure, vous n'êtes pas dans un contexte propice à la construction d'un produit, tout simplement. Ou alors, je l'ai un peu évoqué aussi, tout simplement, vous considérez que c'est trop difficile, c'est trop coûteux de mettre en place l'environnement favorable. En soi, ce n'est pas un mauvais choix si vous l'assumez. Dès lors que c'est un choix qui est assumé, qui est fait en pleine conscience, et on est tous alignés là-dessus, c'est OK. Je précise ça, parce que très souvent, on a des environnements qui font du fake agile, du agile washing. C'est voilà, on met les noms, on fait ça. Ouais, maintenant, on a des scrum masters, des product owners, on fait des sprints. C'est bon, on est agile. Sauf qu'ils ont juste changé les noms et derrière, rien ne change réellement. Là, on est dans le déni total, on est dans l'hypocrisie, on met du buzzword pour se dire qu'on est à la mode. Non, c'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment du cas de figure. C'est une décision consciente et assumée. Non, dans notre cas de figure, actuellement, c'est pas ce qu'on va viser. Et du coup, on a aligné tout le monde sur comment ça allait se passer. Dans tous les cas, une bonne alternative à Scrum, c'est Kanban, qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus flexible que Scrum. Je suppose que vous avez entendu parler de Kanban. Là où Scrum va s'effondrer en l'absence d'une approche produit, Kanban il va trouver d'autres leviers pour fluidifier le fonctionnement de l'équipe. Là où Scrum il va s'effondrer si on n'a pas une équipe stable et autonome, Kanban il va aider à cadrer les rôles, les responsabilités de chacun, et ça, tout en forçant à l'amélioration continue du système si ça ne suffit pas. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas appliquer Kanban quand vous avez les prérequis. Vous pouvez tout à fait. Juste que si vous n'avez pas ces prérequis, probablement que se forcer à utiliser Scrum, c'est une mauvaise idée. Donc, je me permets de remettre cette diapositive. Vous avez sûrement compris que ce n'est pas vraiment Scrum le sujet. Le sujet, c'est vraiment comment changer en profondeur les trucs qui comptent. Et finalement, la difficulté, c'est bien sûr la conduite du changement. Et c'est vraiment un sujet qu'on retrouve au cœur des problématiques que tous les Scrum Masters, coachs agiles, managers, avec qui on échange rencontre, qu'ils soient nos élèves de nos formations ou spectateurs de la chaîne YouTube, on retombe très souvent sur ces difficultés-là, comment être un agent du changement, comment conduire le changement. Et c'est vraiment pour ça que c'est d'ailleurs un sujet central dont on parle souvent dans notre formation. On arrive au moment des questions. Et du coup, je vais pouvoir regarder, vous avez écrit plein de choses, c'est super. Vous avez rempli du coup l'espace questions aussi? N'hésitez pas à le remplir. Hop. Alors,
Est-ce qu'il y a moyen de les afficher ou pas? Non, il faut juste que je les lise. Ah, mais oui, mais du coup, il faut que vous votiez sur les questions des autres personnes. Je ne sais pas si vous avez vu l'onglet questions à gauche du chat. Eh bien, écoutez, je vais prendre celle d'Olivier Farlotti. Devez-vous utiliser Scrum? Est-ce que ces éléments de réponse ne viennent pas du questionnement autour des assets de Scrum? Pourquoi fait-on un daily? En quoi l'objectif de sprint est essentiel? À quoi c'est un sprint? Quel est l'impact de ne pas en faire, etc. en mode Jeopardy? Bah oui. On en revient à est-ce qu'on va au fond des choses? Est-ce qu'on les utilise vraiment pour la valeur qu'on va en retirer? Ou est-ce qu'on les applique mécaniquement? J'ai du mal avec l'onglet. Jean-Pierre, je suis ton plus grand fan de Mozilla. Je vois qu'il y a un bouton de démarrer la réponse en direct. Est-ce que ça marche? Ah, bah voilà, c'est ça. Du coup, ça doit vous l'afficher, je pense, en gros. Et donc, vous avez bien raison. Et comme je l'ai dit, si vous ne connaissez pas déjà, allez sur scrumlife.tv, à découvrir la chaîne, tout ça. Vous pouvez nous écrire d'ailleurs. Vous pouvez nous écrire à contact@scrumlife.tv ou sinon sur scrumlife.tv, il y a une petite bulle dans le coin. Vous pouvez ouvrir le chat, nous parler. On ne répond pas toujours tout de suite à la minute, mais globalement, voilà. Il ne faut pas hésiter. On est toujours très content d'échanger avec vous. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je vois une question à 8 de Yannick Broca. Peut-on envisager d'aller sur du Kanban pour amener un changement agile, état d'esprit, mindset et revenir plus tard sur le Scrum? Tout à fait. C'est juste qu'il y a on va dire, la stratégie de transformation. Il y a une vraie différence philosophique fondamentale entre Scrum et Kanban. En tout cas, dans l'état d'esprit de ses créateurs, parce que des personnes vous disent qu'on peut aussi déployer Scrum en mode petit à petit, on introduit les choses. Mais en tout cas, dans l'idée de ses créateurs, c'est le Scrum, c'est quelque chose qui est disruptif. On le déploie d'un seul coup, on casse tout, et on voit du coup que c'est génial et que tout marche bien, etc. Et c'est vraiment parce qu'on va pouvoir remettre des choses à place qui a beaucoup de valeur, puisque ça nous force à nous reposer les questions de c'est quoi les responsabilités de chacun, comment on fonctionne ensemble, etc. Incidemment, ce genre de questions-là, c'est souvent par là que va commencer une transformation pilotée par Kanban. Ça a souvent commencé. Kanban, c'est vraiment l'idée de modéliser votre process en cours sans le modifier. On va mesurer, on va voir comment il bouge. On va déjà avoir beaucoup de choses de juste le visualiser. Ça va nous faire penser à plein de choses. Et on va le faire évoluer petit à petit. C'est Kaizen, l'amélioration continue par petits pas. Mais parmi les choses qu'on retrouve au cœur, c'est OK, c'est quoi les rôles de chacun, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et donc, on pourrait tout à fait faire cette démarche petit pas par petit pas et au bout d'un moment, se rendre compte que globalement, ça nous aide de faire des itérations avec quelque chose qui au début dit voilà un objectif qui nous pilote, qui nous soude en tant qu'équipe sur une durée de temps donnée. Ça a de la valeur de faire que ces événements ils soient récurrents toujours au même lieu, à la même heure, à la même place. Ça serait logique finalement d'intégrer cette logique d'itération avec un moment formel pour faire du feedback et du pilotage avec les parties prenantes. Ça serait logique aussi d'intégrer un moment formel pour faire... Voilà, et on est en train de reconstruire le framework et qui est peut-être une manière plus saine d'insuffler Scrum, puisque derrière, les gens le vivent, les gens passent par à quoi ça sert, où ça nous emmène, donc ils sont directement convaincus qu'effectivement, la première approche disruptive, c'est assez facile de tomber dans le Scrum mécanique, on le fait parce qu'il faut le faire, on n'a pas compris à quoi ça sert, on le fait parce que le Scrum Master, le coach agile nous a dit de le faire, et on ne se pose pas les vraies questions de fond. J'ai beaucoup parlé. Alors, je crois, qu'est-ce que vous avez... C'est dommage de ne pas pouvoir... Ah, trier par date, je vais les trier par vote. Et ben voilà, alors ensuite, je vais mettre la question d'Andrei. Est-ce qu'on peut dire que le succès de l'application Scrum dépend en grosse partie de l'engagement du management à créer l'environnement propice? Alors, je vais redire un peu la même chose que dans mes slides. Oui, et pas que pour Scrum. En fait, quand tu fais une transformation agile ou n'importe quoi, si l'implication des parties prenantes, de la direction, du management, elle est fondamentale, elle est au cœur de ça, et s'il ne s'implique pas dedans, si juste il lance un os à ronger. Alors pour le coup, on sort chaque semaine sur Scrum Live, sur la chaîne YouTube, on sort une nouvelle vidéo. On la sort actuellement, on la sort le lundi à 17h. Celle qu'on a sortie hier soir est en lien direct avec ce sujet-là.
Qu'est-ce qui se passe quand on fait une transformation agile décidée par tout en haut? Et c'est tout, quoi. Ils ont lancé l'os à ranger et après, il faut se débrouiller. En général, c'est pas beau à voir. Ils doivent être dedans, ils doivent en être acteurs, et que ça soit Scrum ou pas Scrum. Hop. Ensuite, c'est à Adrien. Est-ce qu'il faut utiliser tous les cérémoniaux ou les mettre tous en place en même temps? Finalement, peut-être mettre en place progressivement Scrum. Ça fait en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai tendance à être un peu radical et à dire, bah non, si on applique Scrum, on met tout d'un coup. Mais en fait, ça va être très contextuel. C'est-à-dire que ça marche bien parce que vous êtes face à des gens qui ne connaissent pas. Et donc, du coup, il y a un côté, on casse tout. On dit, ah mais attends, maintenant, je suis plus chef de projet, je suis product owner. Et donc, du coup, je n'ai plus le même rôle. Donc, on n'a plus les mêmes attentes de moi. Donc, je dois changer de posture. J'ai d'autres activités. Je ne dois plus faire les mêmes choses. Sauf que ça, c'était vrai il y a 10 ans ou 20 ans. Aujourd'hui, l'agilité, ou du moins fake agilité, est partout. Tout le monde manipule ces mots. Tout le monde a une expérience de l'agilité, ou en tout cas de quelque chose qui s'appelle agilité. Et donc, finalement, quand on dit maintenant tu vas être product owner, la personne ne commence pas par l'introspection, par se renseigner, par se former, pour se dire c'est quoi ce rôle, en quoi il est différent de mon rôle actuel, etc. Non, il dit ben, je sais ce que c'est product owner, voire j'ai déjà le titre, même si c'est pas ce que je fais, enfin en tout cas selon la définition que moi j'en donne du Scrum Guide. Et donc du coup, ça a peut-être de la valeur de faire exprès aujourd'hui, Scrum victime de son propre succès, ça peut avoir de la valeur de faire exprès de prendre d'autres noms que ceux qui sont dans Scrum pour bien marquer le coup, que là maintenant c'est différent. Et donc on est obligé de se renseigner dessus, on est obligé de s'y former, etc. Et ensuite, est-ce qu'on peut le faire progressivement? Des personnes font ça. Encore une fois, c'est très contextuel. Il y a des environnements où ça va mieux marcher que d'autres. Effectivement, il ne faut pas tout casser d'un seul coup, mais d'un autre côté, dès qu'on change même un peu, on casse tout quand même. Donc du coup, il faut peut-être mieux tout casser tout une seule fois, plutôt que casser que des petites choses, mais plein de fois. Voilà, je réponds sans répondre. C'est contextuel. Mais des gens le font, clairement. Alors, on va prendre encore d'autres questions. Anne-Sophie demande « Difficulté à appliquer Scrum quand le métier a de l'expertise technique et du mal à lâcher prise. Que faire ?» Les intégrer dans l'équipe. Alors, c'est facile à dire ça, évidemment, mais c'est les deux seules options, c'est que soit on te sort du cycle de développement, soit on te met dans l'équipe pour que tu sois dans le cycle de développement. C'est un peu ça, hein, le modèle. Le modèle, c'est il n'y a que deux univers. Hein. Il y a l'équipe Scrum et les parties prenantes. Donc, soit tu es dans l'un, soit tu es dans l'autre. Il n'y a pas ce niveau un peu intermédiaire, un peu tordu, où j'influence ce que fait l'équipe, mais en même temps, je dis à l'équipe quoi faire sans faire partie de l'équipe. Non. Donc, soit on considère que cette personne-là, maintenant, tu es un client, si on est sur un produit interne, en faisant attention, parce que ça peut nous amener très loin. Très, très souvent, la personne qui a de l'expertise se positionne en tant que représentant des clients, mais n'est pas client elle-même. Enfin, en fait, du coup, elle rajoute une étape plutôt que faire qu'on aille directement parler vraiment avec les vrais utilisateurs. Donc, ça peut être assez dangereux. Ou alors, on dit, oui, on a besoin de ton expertise. On a besoin de ton expertise, donc que ça soit d'ailleurs métier aussi, on a besoin de ton expertise métier quand c'est très pointu. Viens dans l'équipe. Viens dans l'équipe et tu aideras l'équipe et tu feras en sorte de diffuser ce savoir au sein de l'équipe. Peut-être que ça sera temporaire, ça dépend du niveau. Si on a vraiment besoin beaucoup de cette expertise, la personne sera un membre à temps plein. Si on en a besoin que temporairement, peut-être qu'au bout de 3 mois, 6 mois, la personne dira globalement, l'équipe a monté en compétences, moi j'ai envie de partir sur d'autres challenges. Ou peut-être qu'elle adorera ça. Parce que c'est finalement dans l'équipe qu'il se passe toutes les choses passionnantes. Où est-ce qu'on en est? Collecter le feedback utilisateur, lui donner du sens, décider où on emmène le produit, le construire, le mesurer, voir où on va. C'est là que se passent les vraies choses. C'est là qu'il y a l'action. C'est là qu'il y a les choses vraiment intéressantes. Et au final, les difficultés dans tout ce que j'ai dit, c'est la culture française, quoi. C'est changer ton intitulé de poste, régresser en salaire ou des choses comme ça.
qui sont juste inenvisageables. Et donc, souvent dans ce type d'orga, on aime bien, c'est le fameux MOE, MOA qu'on a en France. MOE, MOA, quoi, je veux dire, il y en a un, ils font la tech, c'est sale, il y en a, ils font le produit, c'est la classe. Passer cette frontière, c'est mal perçu, la tech, c'est sale. Et donc, tu as des environnements où ça va juste être ça. C'est genre, ah non, mais je peux pas passer de l'autre barrière, quoi. C'est genre, j'ai réussi ma vie en allant de ce côté-là, ça veut dire quoi, aller de l'autre? Je caricature, évidemment, quand je dis ça. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois une autre de Yannick. En dehors des sujets type complexe versus compliqué et simple, est-ce que Scrum est vraiment optimal? Alors, on peut élargir, c'est une question philosophique qui nous amène un peu loin, c'est-à-dire que déjà, souvent, on a si on parle en tout cas d'une approche itérative et incrémentale, on a très souvent quand on commence à regarder, c'est le modèle Cynefin, etc., on a une vision, sur le papier, on a une vision assez claire de ça veut dire quoi, complexe, compliqué, simple. Et en fait, quand on rentre dans le sujet, on se rend compte que le compliqué, il n'y en a pas tant que ça par rapport au complexe parce que on va résoudre un problème compliqué, mais on va le résoudre avec une équipe qui est constituée d'êtres humains qui sont des êtres complexes, eux-mêmes qui s'organisent en équipe. Donc, une équipe, c'est aussi un système complexe pour répondre à besoin. Donc, en fait, très souvent, on a beaucoup, beaucoup plus de complexité que de compliqué. Et ça se voit, une anecdote qu'avait partagée Frédéric Le Guédois. Il disait, on est sur une usine qui fabrique des boîtes de conserve. Donc, a priori, on est sur du prédictible. Tu mets sur des machines, voilà, tu regardes combien de boîtes sortent et puis tu sais combien de temps tu mets à sortir une boîte et tu peux estimer ce que tu veux. Sauf qu'en fait, tu te rends compte que deux machines différentes n'ont pas exactement le même rendement, que des lots différents de matériaux amènent à des rendements différents sur la même machine donnée, et ainsi de suite. Et en fait, tu te rends compte que ça doit être sur le papier quelque chose qui est compliqué. On a des machines, des rouages, on sait ce qui va se passer. Pourtant, le résultat n'est pas réellement prédictible, en tout cas notamment sur genre combien de temps on va avoir à mettre à avoir les machines, quel taux de défaut on aura. On ne peut pas réellement le prédire. Et donc, en fait, c'est la réalité même de notre monde. On ne peut pas prédire l'avenir. Donc, on est un peu toujours dans le domaine du complexe, à moins d'être sur des choses volontairement abstraites. Voilà. Et donc après, du coup, ce qu'on voit, c'est qu'utiliser Scrum ou Kanban ou autre, qui nous permet de poser un cadre. Ça, il y a quand même pas mal de développeurs qui disent, moi j'aime bien, ça pose un cadre. Donc ça, effectivement, ça a de la valeur de juste se dire, c'est quoi le rôle de chacun, comment on fonctionne. Les réunions ont un intitulé clair, on sait quand elles arrivent, on sait quand elles fonctionnent, etc. Et donc voilà, donc il y a quand même souvent de la valeur. Après, évidemment, moi, ce que je vous engage, c'est d'essayer des choses. Scrum, mais pas que Scrum. Alors, je vois qu'il est 58. Si vous partez, je ne vous en veux pas. On m'a dit que je pouvais déborder un peu pour répondre éventuellement à quelques questions. À plus de questions. Alors, j'ai passé à celle de Christophe. Donc, chef de projet, un rôle qui démontre traditionnellement le manque de confiance et de respect envers les réalisateurs. En Scrum, le boulot du chef de projet est fait par l'équipe. Est-ce qu'on a lié? Tout à fait. J'aime bien expliquer. La gestion de projet, il y a deux pans. Il y a le suivi de projet et il y a le pilotage de projet. Le suivi de projet, c'est le travail de tout un chacun. En tant que membre d'une équipe, d'équipe Scrum du moins, c'est de ta responsabilité de mettre à jour les indicateurs, le board, peu importe ce qu'on utilise, mais l'outil, tu dois le tenir à jour, tu dois mettre à jour tout ça, c'est de la responsabilité de chacun. Et par contre, le pilotage projet, il y a un moment tout désigné, ça s'appelle la sprint review, où là, on se retrouve, l'équipe et les parties prenantes, pour en décider. Et il y a aussi le niveau un peu intermédiaire qui va être en daily, où là, on n'a que l'équipe. Mais le rôle du daily, c'est chaque jour d'avoir un moment formel pour se demander, est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce qu'on va y arriver? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors qu'en sprint review, on est beaucoup plus large sur où est-ce qu'on veut aller. Mais voilà. Donc, on a ces deux moments formels pour le pilotage de projet ou produit. Et on a le suivi qui est fait par tout le monde et qui est partagé, qui doit se faire au quotidien ou plutôt sans difficulté normalement.
Dalia demande, faut-il former les dirigeants sur le vrai sens, sur la vraie valeur de l'agilité avant de former l'équipe sur Scrum? Si oui, quelle technique utiliser? Alors, je ne saurais pas dire quelle est la meilleure manière de faire, mais je vais faire écho à une autre question qui était posée de est-ce que ça va le faire si on n'a pas les dirigeants qui sont dans la boucle? Ça commence par là. Si les dirigeants, entre guillemets, on déploie l'agilité Scrum ou peu importe, etc., mais qu'eux-mêmes ne commencent pas par montrer l'exemple en se formant eux-mêmes à ça, on a un problème fondamental. D'un côté, il y a évidemment un problème qu'on ne s'aligne pas sur des définitions communes. Ça, c'est aussi un enjeu de taille sur lequel il faut faire attention, avoir des définitions communes, des enjeux communs. Mais il y a aussi le fait de montrer l'exemple. Oui, c'est important. Oui, il faut y aller. C'est une vraie volonté de notre part. C'est pas juste on vous a dit un truc et puis faites-le et en fait faites-nous un indicateur pastèque, ça nous va très bien. À la fin, on veut juste que vous disiez que c'est bon, peu importe ce qui se passe. Non, non, on veut vraiment que ça change. On veut vraiment que vous appropriez ce nouveau mindset. Et donc, on met la main à la pâte et on se met dedans. Voilà, mais je ne saurais pas forcément dire quelle est la meilleure technique utilisée pour ça. Je ne sais pas s'il y a besoin d'ailleurs de... Il faut qu'ils soient convaincus en fait à leur niveau et qu'ils comprennent qu'ils sont acteurs. C'est leur rôle en tant que manager, en tant que directeur, c'est de piloter ça. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre comme question? Peut-on faire du Scrum avec du No-Estimate? Bien entendu. Après, alors, d'une, dans la version 2020, ils ont enlevé la notion d'estimation. Ils parlent de sizing, ce qui ouvre pas mal d'enjeux sur comment on fait cette notion-là. Mais la manière classique dont moi et Constantin sur Scrum Life, on présente le mode de fonctionnement de Scrum, il y a un truc qui s'apparente à de l'estimation, c'est quand on est en sprint planning, et ben on se demande est-ce qu'on pense que notre plan actuel, on va réussir à le faire dans l'itération. Mais on parle de choses qui sont à court terme, on parle de choses qui sont totalement au gut feeling et qu'on va faire évoluer tous les jours en daily. Et on fait très peu, voire aucune estimation à long terme. Et c'est même voulu. C'est surtout ce qu'on veut parce que derrière, après, ça nous engage, on commence à travailler dessus. Alors qu'en fait, non, ce qu'on veut, c'est à chaque instant, c'est se reposer la question. Voilà notre vision, notre objectif. C'est quoi la chose à faire pour s'en rapprocher, pour l'atteindre? Et quand on commence à rentrer dans le jeu des estimations, ça devient plus compliqué. Vous continuez de poser plein de questions, dites donc. Oh là là, on va falloir que je coupe à un moment. Alors, Garance demande, la question préalable ne devrait-elle pas être qu'entendez-vous par agile? Comment se traduit et se vit chez vous l'agilité? En tout cas, clairement, s'aligner, c'est fondamental. Et c'est d'ailleurs un des sujets qu'on aborde dans la formation, l'importance. C'est pas tant important de savoir si on est agile ou pas que de s'être aligné sur ce qu'on entend par ça, enfin voilà, de s'aligner sur ce qu'on veut faire et où on va. Et l'important, c'est qu'il y ait un accord entre les personnes en présence et pas forcément aligné avec le reste du monde, même si ça a quand même de la valeur quand il y a des nouveaux arrivants d'avoir une certaine cohérence avec leur propre référentiel. En tout cas, il faut qu'on soit clair sur ce qu'on est en train de dire. Comment trouver une solution pour ne plus avoir à partager des profils experts, architectes techniques, alors que l'entreprise ne le permet pas, les fameux 20%? Peut-on envisager un sprint sur deux? En fait, c'est un changement. Il faut réussir à enclencher un vrai changement de dynamique. Il y a un élément fondamental, c'est l'équipe, c'est les équipes Scrum, ou pas Scrum, mais en tout cas celles qui sont en charge du produit, etc. Et après, on peut avoir d'autres équipes, d'autres choses qui gravitent autour de ça, qui sont en support. Alors déjà, une lecture possible, ça peut être Team Topologies, qui aide à structurer différents types d'équipes, où il y en a qui construisent la valeur, il y en a qui construisent une plateforme pour aider les autres équipes à être plus efficaces, etc. Mais il y a aussi des équipes qui sont, en gros, entre guillemets, coaching. C'est-à-dire que, en gros, ce qu'il faut faire, c'est que l'expert technique, l'architecte technique, il n'est plus dans aucune équipe.
il ne livre pas aucun des travaux des équipes. Par contre, il est en support des équipes. Son enjeu à lui, c'est que les équipes deviennent autonomes. Donc, il se positionne en posture de coach, d'accompagnant. Alors, il peut parfois accompagner en mettant la main à la pâte, mais juste parce que c'est ce qui marche le mieux. Parfois, pour apprendre aux gens comment faire, ce qui les aide vraiment, c'est de leur montrer comment faire, c'est de faire, si on parle de sujets vraiment techniques, du pair programming ou du mob programming avec toute l'équipe. Ça, oui. Mais il ne devrait pas se retrouver tout seul à livrer des choses pour l'équipe, etc. Il devrait toujours être soit je le fais avec vous pour que vous deveniez autonome, ou je suis un peu externe en accompagnant, en coach, en guichet, etc., pour vous conseiller, pour vous donner des billes, etc. Mais je ne me mets pas sur la chaîne de production de valeur parce que l'enjeu, c'est que vous montiez en compétence et vous l'acquériez. Et j'ai énormément de valeur dans ce système parce que pour que vous l'acquériez, il faut des gens qui vous forment, qui vous entraînent, qui vous répondent, qui vous accompagnent, qui vous coachent. Et ça, du coup, c'est mon rôle en tant que précédemment expert qui savait tout, qui était le seul. Maintenant, je suis référent. Voilà, le référent qui vous aide à monter en compétences. Alors, Tony demande les slides et le replay, est-ce qu'on pourra l'obtenir? Alors oui, Alexandra, elle m'a dit qu'en fait, le lien, dès que l'enregistrement sera fini, si vous retournez sur le même lien, vous retournerez directement sur le replay. Et les slides, au pire, tu demandes-moi gentiment sur scrumlife.tv. Vous pouvez aussi vous connecter avec moi sur LinkedIn avec plaisir, m'envoyer un message et je vous enverrai le lien. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Ah là là, ça va être sans fin si je réponds à toutes les questions. L'équipe dispose d'une vision forte. Tout le monde participe aux ateliers de création, conception, y compris les devs. Il y a deux choses là-dedans. Hein. Une vision forte peut être top-down, et ça peut très bien marcher. Et ça a aussi de la valeur de la co-construire cette vision. Donc voilà, donc il y a les deux. Donc on peut avoir une vision très forte, même si on vous l'impose, mais ce qui n'a rien forcément de choquant. Enfin, je ne sais pas, si vous rejoignez une startup, vous avez choisi leur vision potentiellement quand vous êtes, ou n'importe quelle entreprise d'ailleurs, mais je pense que c'est un peu plus parlant dans une startup, mais elle a une raison d'être, elle est là pour faire quelque chose. Lors des entretiens d'embauche que vous faites avec eux, vous vous êtes approprié cette vision et vous avez envie de la réaliser aussi. Mais vous ne l'avez pas co-construit avec eux. On vous l'a donné, on vous l'a proposé, tu signes pas. Et elle peut changer avec le temps. Ça, c'est des choses qui arrivent. On pivote, on se rend compte qu'on n'est pas sur le bon marché, maintenant on va sur un autre marché. Et on ne vous a pas forcément consulté sur tout, etc. La stratégie à très 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 haut niveau d'une boîte, d'autant plus quand elle est grosse, on ne va pas forcément aller jusqu'à consulter tout le monde. Et ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que c'est pire de ne pas avoir de vision que d'avoir une vision qu'on vous impose. Et on doit absolument en avoir une. Où est-ce qu'on va? C'est quoi l'enjeu à résoudre? Où est-ce qu'on veut arriver? Après, effectivement, on peut partager, on peut la co-construire. Et là, il y a encore un autre aspect, parce que là, on parle d'atelier de création et de conception. Donc là, moi, je vois même la dimension produit. Comment on trouve des utilisateurs, comment on répond à leurs problèmes, comment on construit les solutions. Là, pour moi, oui, c'est quelque chose qu'on va vouloir faire à plusieurs et avec le reste de l'équipe, parce que c'est eux les experts. Ils ont des choses à apporter, ils ont une expertise, ils ont de la valeur, et en plus, évidemment, ils vont se l'approprier. Donc, du coup, il y avait un peu 3 sujets en un. Oui, il faut une vision forte, elle n'a pas forcément besoin d'être co-construite. Par contre, la démarche produit en tant que telle, vraiment au quotidien, oui, moi j'aime bien dire, le produit, c'est pas le PO, le produit, c'est l'équipe. C'est toute l'équipe qui construit le produit. Et le PO, il a un rôle particulier, notamment pour rappeler cette vision, pour renforcer cette vision, et aussi pour apporter des compétences de product management. Mais s'il prend toutes les décisions tout seul dans son coin, c'est que c'est un mauvais PO. Je vois qu'il est 14h10, je vais m'arrêter à 14h15. Du coup, désolé pour ceux que je n'aurais pas répondu. Adrien demande quel KPI pour mesurer l'avancée du produit? Les KPI business. C'est quoi l'enjeu du produit?
Si c'est acquérir des prospects, ben, combien on a acquis de prospects? Si c'est faire rentrer de l'argent, combien de contrats on a signé? C'est quoi le panier moyen, typiquement, quand on fait du e-commerce? C'est quoi le panier moyen? Combien on fait de ventes, etc. Voilà, c'est les KPI business qui comptent. Et puis en fait, c'est la seule chose qui compte. Alors après, vous pouvez creuser du côté d'Accelerate, où là, il y a un ensemble d'indicateurs qui peuvent rentrer plus sur comment on fait les choses, sur l'équipe, combien de temps on met à sortir quelque chose, et qui sont très sains en indicateurs de santé, et donc ils vont très bien compléter les KPI que je viens de citer, qui sont vraiment très business. Mais voilà, fondamentalement, pourquoi on a créé ce produit? C'est pour atteindre tel enjeu. Ok, ben donc du coup, est-ce qu'on s'en rapproche? Est-ce qu'on s'en éloigne de cet enjeu? Je pense qu'on va arriver sur les dernières questions. Alexandre demande, quand on acte qu'on n'est pas agile, est-ce que l'utilisation d'outils comme le Value Stream Mapping permettent de rendre transparents les process au reste de l'organisation? Oui, c'est un très très bon outil pour ça. Et d'ailleurs, très souvent, les transformations DevOps commencent par ça, commencent par faire un Value Stream Mapping et voir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on perd du temps, qu'est-ce qu'on construit, etc. etc. Et voilà, par contre, il faut réussir. C'est des gros chantiers. C'est des gros ateliers qui peuvent être un peu lourds, etc. Bon, donc déjà, on n'a pas forcément l'expertise de le faire, mais surtout, est-ce qu'on a l'aval? Parce qu'en fait, tu ne peux pas vraiment le faire dans ton coin. Qu'est-ce qu'on met dans le Value Stream Mapping? Si tu fais le tour du chemin dans toute la boîte, à un moment donné, tu vas passer par d'autres départements, etc. Donc, il faut que ces personnes-là viennent pour répondre aux questions, pour remplir, etc. Au passage, du coup, ils en deviendront acteurs aussi, donc ça les aidera peut-être à y voir plus de valeur. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est-à-dire qu'il faut déjà être quand même passé par l'étape de, on n'est pas agile, on ne sait peut-être pas qu'on veut devenir agile, c'est pas le sujet, mais par contre, on sait qu'il y a des problèmes et qu'on veut les corriger. Et on a envie d'enlever un peu le brouillard. Donc oui, un outil comme ça va nous aider à enlever le brouillard, le Value Stream Mapping. Mais il faut déjà qu'on soit d'accord sur le fait qu'il y a un gros brouillard et qu'il se passe des trucs incroyables dans ce brouillard et qu'on n'a pas envie de rester dans ce brouillard. Et ça, c'est pas... Parfois, on en est là. Les gens n'ont juste pas envie de changer, d'admettre qu'il y a un problème, etc. Et du coup, il faut essayer de se rabattre de manière beaucoup plus concrète sur des KPI très concrets, très actionnables. Ça peut être combien de temps on met à livrer la moindre feature, ou sinon, comme j'ai dit, KPI business, quoi. Est-ce que on n'atteint pas nos objectifs business? Pourquoi? Et là, on peut peut-être creuser, commencer par un petit 5 pourquoi, et peut-être arriver au bout à dire, ok, donc on se rend compte qu'il y a plein de sujets différents. Il faudrait qu'on creuse, il faudrait qu'on trace vraiment. Tiens, un value stream mapping, je ne sais pas si vous connaissez, ça pourrait justement nous répondre à ces questions-là. Du coup, le value stream mapping serait l'action du 5 pourquoi de on a raté nos objectifs business. Bon. Je vais peut-être répondre en dernier à Adrien. Concernant les estimations, je ne comprends toujours pas comment on mesure l'avancement et l'engagement de l'équipe. En gros, il faut accepter de déscoper des features pendant le sprint parce que l'équipe n'a pas anticipé certaines choses. On peut le dire comme ça. Alors, on ne peut pas anticiper tout, donc c'est normal. Si je reprends une autre phrase de Frédéric Leguédois qui est vraiment incroyable sur tous ces sujets des estimations, quand on découvre que la réalité ne correspond pas au plan, on a juste découvert que le plan était faux. C'est forcément la réalité qui a raison. Et donc, c'est pour ça que c'est important de le mettre à jour souvent, son plan, parce qu'on sait qu'il est faux. Et donc, c'est le principe du daily, c'est de mettre à jour quotidiennement le plan pour maximiser nos chances qu'à la fin, on ait atteint l'objectif qu'on s'est donné. Et donc, oui, on va alors déscoper des features au sens large. C'est-à-dire que parfois, ce n'est pas une feature qu'on déscope, mais on va affiner la feature. On va la rendre... il y a peut-être des cas de figure que la fonctionnalité gérera moins ou des choses comme ça, etc. Mais oui. Donc, comment tu peux mesurer l'avancée et l'engagement de l'équipe? Quelque chose qui marche très bien, c'est chaque jour, justement, par exemple, en daily. C'est quoi le niveau de confiance de l'équipe? En mode rôti, on vote, voilà. À 1, c'est mort, on n'y arrivera pas. À 2, on devrait y arriver si on a vraiment beaucoup de chance.
À 3, ouais, ça devrait le faire si ça se passe comme prévu. À 4, je pense qu'on a un très bon plan, ça va le faire. À 5, je suis 100% sûr qu'on va y arriver. Et voilà, et si les personnes déjà ne sont pas toutes à 4, c'est peut-être qu'il faut déjà se poser la question comment on fait évoluer le plan. On peut le tracer, on peut faire une courbe au fil de l'itération, comment le score de confiance il a évolué. Et normalement, si ça marche bien, et ben chaque jour, on prend des actions pour faire en sorte qu'on puisse atteindre l'objectif. Et ça, je pense que c'est un autre point qui est très, très important. Je ne sais pas si tu l'as, Adrien. C'est que c'est vraiment au cœur de Scrum, on a cette notion d'objectif de sprint. Et c'est la seule chose qui ne bouge pas. C'est que quand on démarre un sprint, on se dit voilà notre objectif. Donc, quelque chose qui a de la valeur, qui a de l'impact et qui est relativement flou, qui est négociable justement. Et c'est ce à quoi on s'engage d'atteindre à la fin de l'itération. Tout le reste, les choses concrètes qu'on va faire, des choses qui découlent pour atteindre l'objectif, c'est comme ça normalement que ça se passe. Hein. C'est voilà notre vision produit, voilà notre product goal. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette itération pour l'atteindre? OK, voilà notre objectif de sprint. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'atteindre? Et on imagine. Et on n'a pas besoin d'aller piocher 15 000 trucs dans un backlog préparé à l'avance. Il y a quelques petites choses, mais aussi énormément de choses qui vont émerger pendant le sprint planning. Et c'est pour ça qu'il est aussi long. Hein. Dans Scrum Guide, le timebox, c'est une journée pour un sprint d'un mois. Donc, en gros, c'est une demi-journée sur 2 semaines en timebox. Donc, c'est 2 heures sur une semaine. 2 heures pour planifier une semaine, on fait plus que juste prendre ce qui est en haut du backlog produit. Clairement, on se pose plein de questions. Clairement, on invente des choses. On commence à faire de la conception. On commence à faire des designs. On commence à faire de l'archi. On détaille les tâches. On rentre dans toutes ces choses-là. On fait le plan. Et chaque jour, on va mettre à jour ce plan. Et effectivement, si l'objectif est bien formulé, on a de la marge de négociation. Bah, ça, oui. Si on ne le fait pas, ce n'est pas grave. Ça, on peut le faire un peu autrement et quand même atteindre notre objectif. Et ainsi de suite. Voilà, j'ai beaucoup élaboré. Il va falloir qu'on s'arrête, les amis. J'étais très content d'être là avec vous. Et je vois que vous avez d'autres questions. Bah, n'hésitez pas, de toute façon, à revenir vers moi par un des nombreux moyens de contact que nous avons. Je vais juste remettre ma toute dernière slide, voilà, où je vous rappelle quand même, allez sur scrumlife.tv. Merci beaucoup, merci beaucoup Jean-Pierre pour cette présentation. Merci beaucoup à tous d'avoir été aussi réactifs et d'avoir assisté du coup à cette Malt Academy. C'était hyper intéressant, hyper complet. On a eu plein d'échanges, donc j'imagine que ça a beaucoup plu. Si jamais vous souhaitez justement voir d'autres académies sur des sujets variés, n'hésitez pas à consulter notre site maltacademy.com. Je vais vous partager tout de suite le lien, comme ça ce sera fait. Hop. Voilà, super. Et si vous souhaitez faire justement comme Jean-Pierre et animer une Malt Academy, n'hésitez pas aussi à envoyer votre sujet en cliquant sur le bouton « Devenir speaker » via ce même site. Et enfin, si vous n'avez pas vu le début de cette présentation ou si vous souhaitez revoir toutes les autres présentations, elles seront disponibles en replay sur notre page YouTube et sur ce site maltacademy.com. Donc, merci encore pour toutes vos interactions. Merci pour vos questions. N'hésitez pas à recontacter Jean-Pierre si jamais vous avez des remarques supplémentaires. Et puis, à très bientôt, je l'espère, pour une nouvelle Malt Academy. Au revoir. Bon après-midi à tous.